8 juillet 2026. Un utilisateur ouvre Claude. Une page qu'il n'a pas vu venir. Pièce d'identité gouvernementale, selfie, géométrie de votre visage. Pour la première fois, un grand laboratoire d'IA lui demande de montrer patte blanche. En 1950, la machine devait prouver qu'elle pense. Aujourd'hui, c'est vous. Épisode « Anthropic demande votre passeport ». Chapitre 1 « Le test retourné ». Le 8 juillet 2026, un accès que vous aviez devient conditionnel. Pas un bug, une décision. Comprendre ce qui vient de changer et pourquoi c'est une rupture. En octobre 1950, Alan Turing publie un texte qui va redéfinir la question de l'intelligence. Computing Machinery and Intelligence. Il propose un jeu, une machine, un humain, un juge qui interroge sans voir l'un ni l'autre. Le juge ne peut pas distinguer lequel est la machine, que Turing conclut que la question « est-ce que la machine pense ?» n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est ce qu'elle peut faire. L'humain était le référentiel, la machine, celle qui devait convaincre. Le 22 juin 2026, 76 ans après cette publication, Anthropic met à jour sa politique de confidentialité, effective au 8 juillet, et pour la première fois dans l'histoire des grands laboratoires d'intelligence artificielle américains, une condition d'accès peut devenir biométrique. Pièce d'identité gouvernementale, selfie, et ce que les juristes appellent un Facial Geometry Template, la cartographie des distances et proportions de votre visage réduite à un vecteur numérique. Selon TechCrunch et TechTimes, daté des 21 et 22 juin 2026, Anthropic devient à ce jour le premier grand laboratoire américain à codifier ça dans sa politique consommateur. Concrètement, voici ce qui se passe le 8 juillet pour un compte signalé. Vous vous connectez, l'interface ne s'ouvre pas. À la place, une fenêtre vous demande de télécharger une photo de votre passeport ou de votre permis de conduire, puis un selfie pris en temps réel. Persona, le service tiers chargé de la vérification, extrait de ces deux éléments une empreinte géométrique de votre visage, les distances entre vos yeux, la forme de votre mâchoire, l'écart entre votre nez et votre lèvre supérieure, et compare les deux empreintes. La correspondance passe le seuil, l'accès vous est rendu. Dans le cas contraire, si la vérification échoue ou si vous refusez, vous restez dehors. La géométrie faciale, c'est différent d'un mot de passe. Un mot de passe se change. Une empreinte de visage vous suit dans toutes les bases qui l'auront collectée, qu'il y ait eu piratage, revente ou simple audit interne. Ce n'est pas pour tous les utilisateurs. La politique parle de compte signalé. Les critères du signalement n'ont pas été rendus publics. Rejoindre ce sous-ensemble signifie que la fenêtre de bienvenue devient un guichet d'identité. Et derrière ce guichet, ce n'est pas Anthropic qui vous vérifie, c'est Persona. Le test de Turing demandait si une machine pouvait convaincre qu'elle pense. Au 8 juillet, c'est l'humain qu'on met à l'épreuve. Prouvez que vous n'êtes pas une ferme de faux comptes montée pour siphonner un modèle concurrent, que vous avez un visage réel et un document qui le certifie. Le test est retourné, et les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Chapitre 2 « Les vraies menaces ». Avant de juger la décision, il faut regarder ce à quoi elle répond. Les menaces qui ont motivé cette politique sont réelles, documentées et sérieuses. Le 12 juin 2026, 10 jours avant la mise à jour de la politique d'Anthropic, l'administration Trump place les modèles Fable 5 et Mythos 5 sur la liste des restrictions à l'export. Federal News Network, Euronews, plusieurs sources concordantes. Ces deux modèles sont des modèles anthropiques et leur puissance de raisonnement les range dans la catégorie d'outils que le gouvernement américain considère trop sensibles pour circuler librement hors des États-Unis. La raison citée pour Mythos 5 est particulièrement lourde à entendre. Ce modèle avait été capable de détecter des vulnérabilités dans des systèmes classifiés américains en quelques heures. Pas des systèmes grand public, des systèmes sur lesquels des équipes de sécurité humaine travaillent depuis des années. Et un modèle d'IA les avait traversés comme une eau fine. Pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, imaginez un consultant en sécurité qui consacre 6 mois à un audit exhaustif. Mythos 5 fait le même travail dans l'après-midi. Quand on parle de systèmes classifiés, on parle d'infrastructures critiques, de réseaux militaires, de communications sensibles. Ce n'est pas une démonstration académique, c'est une capacité offensive réelle, disponible à l'accès anonyme. En avril 2026, Anthropic constate qu'Alibaba a mené une opération systématique pour extraire ses données d'entraînement. Le bilan, 25 000 faux comptes, 28 800 000 échanges collectés
détectés sur 6 semaines, du 22 avril au 5 juin 2026. Ce n'est pas de l'espionnage romantique, c'est de l'ingénierie industrielle appliquée à la distillation d'un concurrent. 25 000 comptes qui conversent avec Claude de façon ciblée en variant les patterns de requête pour ne pas déclencher d'alarme. 6 semaines de collecte industrielle, coordonnée, patiente. Le résultat, une base d'entraînement synthétique suffisamment riche pour affiner un modèle concurrent avec la saveur des réponses d'Anthropic. Ce qui rend ce type d'opération difficile à détecter, c'est précisément son échelle et sa distribution. Chaque compte individuel se comporte presque normalement. L'agrégation révèle le pattern, mais l'agrégation prend du temps à voir, et pendant ce temps, les échanges s'accumulent. Ces deux faits ensemble dessinent le périmètre du problème. L'accès anonyme à des modèles de cette puissance crée des vecteurs d'attaque que les systèmes de détection comportementale ne peuvent pas toujours attraper à temps. Le KYC, dans ce contexte, n'est pas une lubie sécuritaire. C'est une réponse opérationnelle à des menaces documentées, actives et dont les conséquences sont concrètes. Le pour est solide et le minimiser serait malhonnête. Chapitre 3. La dérive du SSN. En 1936, les États-Unis créent un numéro pour la seule retraite. 90 ans plus tard, ce numéro est la clé de presque tout. Personne n'a voté pour cette transformation. La Social Security Administration naît en 1935, le numéro de sécurité sociale en 1936. Mission initiale, comptabiliser des cotisations retraite. Le formulaire d'EPOP précise explicitement que ce numéro n'a pas vocation à servir d'identifiant général. Une note en bas de page, black on white, dit « For social security purposes, not for identification ». Cette note a disparu des formulaires en 1972. Il a fallu moins de 20 ans pour que les employeurs commencent à le demander. Les banques ont suivi. Le fisc l'adopte en 1961 pour l'impôt sur le revenu. Et ainsi de suite, chaque acteur ajoutant une exigence raisonnable dans son périmètre, jusqu'à ce que l'ensemble soit devenu quelque chose que personne n'avait conçu et que personne n'avait voté. Le SSN devient la clé universelle de la vie civile américaine. Et une fuite de SSN suffit aujourd'hui à ruiner une identité financière pendant des années. Ce glissement a une mécanique très précise. Chaque acteur qui adopte un identifiant existant crée une incitation pour le suivant. L'employeur a ton numéro, la banque veut l'avoir, elle l'obtient. Ton assureur s'y appuie à son tour. Chaque étape est une rationalité locale qui produit une réalité globale que personne n'aurait approuvé si on la lui avait présentée d'un coup. Revenons au 8 juillet 2026. Là aussi, la décision initiale semble raisonnable dans son périmètre. Les comptes qui présentent un comportement suspect sont vérifiés par un tiers. Persona collecte un passeport et un selfie, extrait la géométrie faciale et conserve cette donnée dans sa base de données, pas dans celle d'Anthropic. Son bailleur de fonds est Founders Fund, le fonds de Peter Thiel, ancien cofondateur de Palantir, dont le cœur de métier est l'analyse de données à des fins de surveillance et de renseignement. Ce n'est pas un procès en intention. Persona fournit un service légitime à des clients légitimes, mais la structure est ce qu'elle est. Une donnée biométrique aussi précise que la géométrie d'un visage, stockée dans une base privée, appartenant à un acteur privé, sans supervision publique explicite, dans un cadre juridique qui varie d'un État à l'autre. Le risque n'est pas qu'Anthropic vous surveille, c'est qu'une infrastructure se constitue, que d'autres acteurs l'adoptent, et que la question de qui la régule se pose quand il est trop tard pour en réécrire les fondations. En Illinois, la loi BIPA classifie la géométrie faciale comme donnée biométrique protégée, avec des amendes de 1 000 à 5 000 $ par violation. Facebook, en 2021, a réglé un contentieux BIPA pour 650 millions de $, le plus grand règlement biométrique de l'histoire américaine à ce jour. Mais l'Illinois est un État. Le droit biométrique fédéral américain n'existe pas encore, et les 49 autres États regardent. Chapitre 4. Qui décide, qui contrôle? Derrière la politique d'Anthropic, il y a une infrastructure qui se met en place. Une infrastructure qu'Anthropic ne contrôle pas seul, et une direction que d'autres acteurs empruntent déjà. Anthropic n'est pas seul sur ce chemin. Sam Altman conduit en parallèle le projet Word, anciennement WorldCoin. Le principe, scanner l'iris de l'utilisateur pour générer une preuve d'humanité numérique. L'objectif déclaré est d'authentifier les humains dans un monde où les agents IA se multiplient et où certains services exigent la preuve qu'on est réel. Même logique qu'Anthropic, le corps comme ticket d'accès au numérique. Leurs périmètres divergent, Word vise l'identité universelle, Anthropic vise la sécurité d'accès à ces modèles, mais les deux mouvements vont dans la même direction. Dans les deux cas, le visage ou l'iris devient un identifiant dans l'espace numérique, géré par des acteurs privés, avec des règles que ces acteurs fixent eux-mêmes dans le cadre de ce que la loi existante autorise. Pour mesurer ce que ça rompt, il faut se souvenir de ce qui existait avant. Pendant des décennies, l'accès à Internet a reposé sur une couche d'anonymat relative. Imparfaite, les adresses IP, les cookies, le fingerprinting publicitaire
l'ont rongée depuis des années, mais elle existait. Vous n'aviez pas besoin de prouver qui vous étiez pour lire un article, chercher une information ou interroger un service en ligne. Cette couche avait une valeur politique que ses usages anodins faisaient oublier. Elle permettait à des journalistes de chercher des informations sensibles sans laisser de traces, à des victimes de violences de trouver de l'aide, à des dissidents de s'informer dans des contextes où cette information était surveillée. La vérification biométrique pour accéder à un outil d'IA de frontière est une rupture d'une nature différente. Ce n'est pas un cookie, c'est votre visage. Au 25 juin 2026, selon TechCrunch, OpenAI et Google n'exigent pas encore de vérification d'identité gouvernementale pour l'accès standard à leur modèle. Anthropic franchit ce pas seul à ce stade. Ce qui signifie que tout le cadre juridique, durée de rétention, droit d'effacement, conditions d'audit, reste à écrire. Et la fenêtre pour peser sur ces règles est exactement maintenant, pas dans 10 ans quand l'infrastructure sera normalisée et les habitudes fixées. Quand un marché se consolide autour d'une pratique, la loi s'y adapte rarement pour la remettre en question. Elle la régule, l'aborde, l'assortit de garde-fous, mais ne la supprime plus. La question n'est donc pas de savoir si Anthropic est mal intentionné, c'est de comprendre que la trajectoire d'une infrastructure biométrique ne dépend pas des intentions de son créateur initial. Elle dépend de qui l'adopte ensuite et de ce que la loi dit ou ne dit pas quand ça se répand. Chapitre 5. La grille. Comment penser cette décision? Pas question de condamner ni d'absoudre. L'enjeu est de décider, en tant qu'utilisateur, régulateur ou décideur d'entreprise. Commençons par ce que cette politique est clairement, c'est d'abord une réponse sérieuse à des menaces documentées. 25 000 faux comptes ne sont pas un incident technique. Détecter des failles dans des systèmes classifiés en quelques heures, c'est une menace de sécurité nationale. Reconnaître la légitimité du problème ne revient pas à approuver n'importe quelle réponse au problème. La grille pour distinguer les deux commence par une question très concrète. Est-ce que la donnée biométrique disparaît après la vérification ou est-ce qu'elle est stockée dans une base persistante? Un KYC qui confirme l'identité sans conserver la géométrie faciale est fondamentalement différent de ce qui se passe ici. Persona stock, la durée de rétention et les conditions d'accès par des tiers restent à clarifier publiquement. C'est la variable principale à demander avant d'accepter une vérification de ce type, pas comme acte de militantisme, mais comme diligence élémentaire. Vous êtes un utilisateur et on vous demande cette vérification. Demandez combien de temps votre géométrie faciale est conservée, dans quel pays, sous quelle loi et si vous disposez d'un droit d'effacement. Quand ces réponses ne sont pas disponibles publiquement, c'est déjà une information. Vient ensuite la question de ce qu'on a le droit de faire sur cette donnée. Le RGPD européen impose un droit d'effacement opposable, un droit d'accès, un droit de portabilité. Au niveau fédéral américain, ces protections n'existent pas encore sur les données biométriques spécifiquement. Un utilisateur européen et un utilisateur américain ne jouent pas avec les mêmes cartes et demander de quelle loi relève votre donnée avant de scanner votre passeport est une question de base, pas un caprice militant. Ce que la situation appelle et qu'on n'a pas encore, c'est un cadre public, une durée de rétention limitée imposée par la loi et un droit d'audit indépendant sur ce qui est collecté et sur les critères qui déclenchent le signalement. L'Illinois a posé le premier jalon avec le BIPA, mais un État ne fait pas une politique industrielle fédérale. Et le rapport de force au moment où les règles s'écrivent, quand l'infrastructure est naissante, n'est pas le même que quand elle est déjà normalisée. Pour un décideur d'entreprise qui déploie des outils d'IA dans son organisation, la question n'est pas seulement technique, c'est de savoir si ses collaborateurs peuvent légalement être contraints de fournir une donnée biométrique pour accéder à un outil professionnel et quelle est la responsabilité de l'employeur si la base de données de persona est compromise. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Le droit du travail dans plusieurs pays européens interdit d'exiger des données biométriques à des fins d'accès professionnel sans base légale explicite. Il y a pourtant une question qui dépasse tous les acteurs particuliers. L'accès à des outils cognitifs puissants doit-il être conditionné à l'identification corporelle? Dans une bibliothèque, on ne demande pas votre passeport pour lire. Le moteur de recherche n'exige pas votre iris. L'IA de frontière est-elle une catégorie si différente qu'elle justifie des conditions si différentes? La réponse n'est pas évidente. Mythos 5, qui traverse des systèmes classifiés en quelques heures, crée une asymétrie de risque que les bibliothèques n'ont jamais connue. Mais si cette réponse implique de construire une infrastructure biométrique privée gérée par des acteurs adossés au renseignement, alors c'est une décision collective qui mérite un débat public, pas une décision de marché prise dans une mise à jour de politique de confidentialité un mardi de juin. Ce qui s'est passé le 8 juillet 2026 n'est pas une catastrophe, c'est un précédent. Et les précédents ont une tendance lourde, en droit comme en économie. Ils se reproduisent jusqu'à devenir des normes avant qu'on ait décidé ensemble si c'était une bonne idée. Le SSN de 1936 portait en bas de page Note for Identification. Cette note a disparu 36 ans plus tard. Turing demandait en 1950 si une machine pouvait penser. La question de 2026 est différente et plus inconfortable. À quelles conditions avez-vous le droit de lui parler ? Vous écoutiez Anthropic, demande votre passeport. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a donné une grille, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin.